C'est une séquence choc qui s'est jouée il y a quelques minutes devant l'Assemblée générale de l'ONU. Regardez, Benyamin Netanyahou arrive et pour boycotter son discours, des diplomates décident de quitter la salle alors que le Premier ministre va s'exprimer. Évidemment, un départ tonitruant pour dénoncer la politique de Benyamin Netanyahou, non seulement au Liban, mais aussi dans la bande de Gaza. Mais le chef du gouvernement israélien ne s'est pas laissé déstabiliser. Il reste ferme malgré la pression de la communauté internationale et il a dénoncé les calomnies contre son pays. Écoutons-le. Après avoir entendu les mensonges proférés à l'encontre de mon pays par nombre d'intervenants, j'ai décidé de venir après tout pour remettre les choses à leur place. J'ai décidé de venir pour parler au nom de mon peuple, pour parler au nom de mon pays, pour parler au nom de la vérité. Et voilà la vérité. Israël veut la paix. Israël appelle la paix. Israël a déjà fait la paix et refera la paix. Le discours est clair. Pas question de dévier d'un iota de sa ligne extrêmement implacable dans le conflit israélien, mais aussi dans la lutte face au Hezbollah, le mouvement chiite allié de l'Iran basé au Liban. Magali, comment interprétez donc vous le discours de Benyamin Netanyahou ? C'est un discours d'une extrême fermeté, où il s'en prend à l'Iran, il s'en prend au Hezbollah, au Hamas, en disant c'est eux qui détiennent en fait la clé de la paix. Tant qu'ils continuent, nous on continuera et on les frappera là où ils sont. Il douche par ce discours tous les espoirs d'une trêve. Alors le cessez-le-feu à Gaza, on voit bien combien les Américains ont essayé depuis des mois et à quel point Benyamin Netanyahou, à chaque fois, a refusé. Il explique, il donne d'ailleurs dans ce discours des chiffres, il explique à quel point les capacités du Hamas sont aujourd'hui affaiblies grâce à l'opération israélienne à Gaza. Après, il parle du Hezbollah et c'est là-dessus qu'on l'attendait beaucoup parce qu'il y a eu une proposition, vous savez, franco-américaine pour une trêve de 21 jours au sud Liban. Le cabinet du Premier ministre israélien a dit en début d'après-midi que Benyamin Netanyahou participait à ces discussions sur le cessez-le-feu. Mais là, on voit bien à quel point sa détermination est totale. Il finira le travail au Liban, au sud Liban, contre le Hezbollah. Voilà en gros ce que dit Benyamin Netanyahou. On ne s'arrêtera pas là, on ira jusqu'à la victoire. C'est donc que Israël va continuer ses bombardements avec cette question que le monde entier se pose. Est-ce qu'il y aura une opération terrestre israélienne au sud du Liban pour repousser le Hezbollah? Général Chauvency, donc on a vu cette séquence de ces diplomates qui ont quitté la salle quand Benyamin Netanyahou est arrivé pour prononcer un discours qui intervient dans ce contexte où il y a au moins 40 000 morts dans la bande de Gaza. Alors ce sont des chiffres qui sont donnés par le Hamas, mais l'ordre de grandeur, il est confirmé par beaucoup de spécialistes, d'experts, notamment américains. Il y a ces opérations de beepers, de talkie-walkie, ces explosions qui ont fait des morts parmi les chefs du Hezbollah, mais il y a aussi eu des morts civiles, des blessés chez les civils. Et cette stratégie israélienne, elle est hautement contestée. Est-ce que ce soir, il nous dit, qu'importe la pression, qu'importe les remarques, je continuerai sur ma ligne? Oui, tout à fait. Il n'a plus le choix maintenant. Il ne peut pas s'arrêter maintenant, dès lors qu'il a quand même pas mal affaibli ses opposants, je dirais, militaires. Le Hezbollah, vous venez d'évoquer les beepers, je pense quand même que quand il y a plus de 2000 personnes, 3000 qui ont été visées, et puis sans oublier les talkie-walkie, sur la masse du Hezbollah, ça fait quand même beaucoup de personnes qui sont mises hors de combat, et qui portaient, même s'il y a eu quelques civils non Hezbollah, par accident je dirais, mais que la grande majorité étaient des combattants du Hezbollah, puisqu'ils avaient le beeper dans leur poche. Donc finalement, quand on arrive à affaiblir déjà la structure de commandement, les forces adversaires, il faut en profiter.
Pour moi, quand on voit les bombardements aujourd'hui, c'est la suite logique. Alors peut-être que c'était pas prévu maintenant, ça c'est un vrai débat. Est-ce que les beepers ont explosé au bon moment? On n'en sait rien, puisqu'on aurait pu supposer que les forces israéliennes soient déjà déployées, prêtes à rentrer au sud-Liban. Mais maintenant, je pense que Netanyahou, je dirais que c'est plus une question politique maintenant, c'est une question militaire. Oui. La question militaire, maintenant qu'il est engagé, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et l'objectif dont on a souvent parlé sur ce plateau, c'est l'objectif topographique, je dirais, sinon géographique, qui est celui du Litani. Comme ça s'est fait en 82, j'étais déjà, on les a déjà vus passer, hein, donc ils connaissent le terrain. Donc en 1982, c'est le Litani, parce que c'est une frontière naturelle qui permet de repousser finalement le Hezbollah dans le cas du Hezbollah, et finalement de permettre, une fois qu'on a sécurisé cette zone, peut-être sans aller plus loin, mais de mettre une distance suffisante pour que les 70 000 Israéliens qui sont déplacés dans leur pays puissent revenir. Ça, c'est pour le nord. Au sud, on voit bien que le travail continuera. On voit qu'il y a à peu près 2 divisions israéliennes qui sont engagées à Gaza, même s'il y a peu de combats en tant que tel, parce qu'on ne voit pas beaucoup de pertes remontées. Hein. Il y a des combats. Et puis il y a la Cisjordanie, où il y a aussi des opérations de la part d'Israël. Et puis il y a un autre front, cette guerre face au Hezbollah, menée au Liban, mais aussi face à l'Iran, hein, et c'est un ennemi que Benyamin Netanyahou a clairement visé lors de son discours, avec cet avertissement fait à l'Iran: si vous nous frappez, nous vous frapperons. There is no place in Iran. En Iran, il n'y a aucun endroit que nous ne pourrons pas atteindre grâce à nos armes de longue portée. Et il en va de même du reste du Moyen-Orient. Loin d'être des agneaux menés à l'abattage, nos soldats se sont battus avec courage au sacrifice de leur vie. Et j'ai là un autre message à porter ici en cette Assemblée et au reste du monde. Nous sommes en train de gagner. Il n'y a aucun endroit en Iran que le long bras d'Israël ne peut atteindre, dit Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce que ça veut dire, Magali ? Ça veut dire que là, il met en garde tous les pays qui menacent Israël et affiche sa détermination d'en découdre. Il rappelle dans ce discours d'ailleurs que l'Iran a pour la première fois cette année frappé directement avec ses missiles Israël, et que ces missiles ont été abattus par le dôme de fer israélien. Israël est menacé de toutes parts, c'est ce que dit le Premier ministre Netanyahou, par le Hamas, par le Hezbollah, par les Houthis, par l'Iran directement, et à chaque fois, il résiste, il tient bon, et nous avons l'armement possible pour vous détruire. Si vous nous frappez, nous irons vous chercher. Il a demandé tout à l'heure aussi au Conseil de sécurité davantage de sanctions contre l'Iran, en disant: ça fait des années que j'alerte sur le danger nucléaire iranien à cette tribune des Nations Unies, et on ne m'écoute pas assez. On a réussi, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Benyamin Netanyahou, à retarder de 10 ans le programme nucléaire iranien, mais ça ne suffit pas. Il faut aujourd'hui aller plus loin. Il pointe bien l'ennemi, qui est toujours le même, c'est l'Iran des mollahs. Guillaume Laganne. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce discours, c'est qu'il ne le fait pas en hébreu, il le fait en anglais, une langue dans laquelle il est très à l'aise, M. Netanyahou. Et donc on peut imaginer que derrière, il sait que ce discours sera répercuté dans le monde anglo-saxon, et en particulier aux États-Unis. Il y a pour lui un enjeu lié à l'opinion publique américaine, à nouveau dans la perspective des élections qui vont se tenir. Puis par ailleurs, quand on regarde le discours, il a projeté des cartes, on voit qu'il y a un aspect très pédagogique, très didactique, qui tranche d'ailleurs avec l'exercice tel qu'il est fait par beaucoup d'autres chefs d'État, dont le nôtre, qui est beaucoup plus formel. Hein. Là, on sent qu'il a quand même la volonté de convaincre ses interlocuteurs. Bon, à l'évidence, pas ceux qui sont dans la salle, puis qui sont partis, mais globalement, il y a un discours qui s'adresse aussi à l'opinion publique israélienne, et puis à tous ceux qui, au Moyen-Orient, voient Israël opérer. Et c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, à la fois par Gérald Chevancier et par Magali, c'est-à-dire, on a finalement, il a coché toutes les cases, c'est-à-dire un mot sur le Hamas, avec la porte de sortie, et donc il a appelé à la démilitarisation du mouvement, à son expulsion de Gaza, en passant 40 000... victimes. Bon, alors les experts se demandent quelle proportion de combattants du Hamas il y a sur ces 40 000. Bon, il y a des chiffres de plusieurs milliers, voire 15 000 qui circulent. Donc, il faut du coup prendre la mesure du choc que le Hamas a quand même subi aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de ces combattants, de ces cadres qui sont morts. Deuxième élément, le Hezbollah. Donc là, effectivement, peu d'espoir
que la trêve, le cessez-le-feu soit discuté, même s'il a apparemment dit qu'il allait en parler avec les Américains à New York. En fait, je pense que derrière, son objectif, c'est d'obtenir au moins une pression diplomatique sur le Hezbollah pour obtenir la fameuse mise en œuvre de la résolution 1701, donc on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le départ des forces du Hezbollah au nord du fleuve Litani et la création d'une zone tampon, telle que c'est normalement dans la résolution des Nations Unies, pour éviter justement les contacts entre ce mouvement et Israël. Et puis après, derrière, il y a le message vis-à-vis de l'Iran, et c'est vrai que ces dernières semaines, on sait que l'Iran a subi quand même plusieurs défaites tactiques. Ça a commencé par l'assassinat de M. Haniyeh. On se rappelle que l'Iran n'a toujours pas répliqué à ce qui est quand même un peu une humiliation pour elle. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Netanyahou a aussi élargi le débat à la question du nucléaire iranien, qui est un peu en filigrane dans toutes ces questions, mais dont on parle finalement pas beaucoup, en rappelant que pour Israël, c'est un objectif et que finalement, avec son action militaire, il avait retardé. Alors ça, c'est aussi une manière de parler, si vous voulez, non seulement aux Occidentaux, mais aussi aux États arabes modérés, dont les opinions sont très polarisées contre Israël à cause de ce qui se passe à Gaza, mais dont les gouvernements sont en même temps très inquiets de la nucléarisation de l'Iran. Si l'Iran n'est pas en train d'obtenir la bombe atomique, c'est l'alerte en tout cas des renseignements américains. Général, est-ce que ça veut dire que personne ne peut arrêter Netanyahou? Parce que s'il fait ce discours, c'est qu'il se sent inattaquable et que le départ des diplomates ne représente pas une menace pour lui. Est-ce que l'ONU représente encore grand-chose? Soyons sérieux. Là, honnêtement, l'ONU, dans son maintien de la paix, dans la mission du Conseil de sécurité, montre depuis plusieurs années, et encore plus devant ce qui se passe en Ukraine, son incapacité à trouver une solution de pacifique. Donc voilà. Donc ça, on peut déjà acter cela. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, mais on ne le sait pas depuis aujourd'hui, ça fait des années, finalement, que Netanyahou fait ce qu'il veut et que les Américains ont essayé à plusieurs reprises de le tempérer, d'obtenir des résultats et qu'en fait, Netanyahou n'écoute pas. Alors, le seul moment où on pourrait effectivement atteindre Netanyahou, c'est en lui coupant les subsides. Mais les Américains ne sont pas prêts d'arrêter leur soutien militaire qu'ils assurent depuis des années. Donc, parce que c'est un allié proche, très proche des Américains. Donc, ils se sont aussi très forts. Ils jouent un jeu, c'est un risque. Mais maintenant, est-ce que les Américains pourraient laisser tomber Netanyahou, à part finalement faire des communiqués le condamnant et proposant des plans de paix, sachant pertinemment qui ne les appliquera pas, qui ne suivra pas ses conseils. Parce qu'aujourd'hui, il est dans la phase, à mon avis, depuis maintenant presque un an, dans la phase où il a réussi quand même à affaiblir le Hamas. En Cisjordanie, quand on lit un peu tout ce qui est fait sur le terrain, il y a quand même un combat qui est mené contre tous les terroristes qui s'y trouvent, c'est une réalité. Et puis, dans le Nord, et maintenant, il est en conflit avec le Hezbollah d'une manière franche et nette. Il va profiter de l'occasion pour nettoyer, pour effectivement assurer cette sécurité du nord d'Israël. Oui, et la question qui sera posée, c'est est-ce qu'il osera, dans les prochaines heures, les prochains jours, mener une opération terrestre au Liban? Nous suivrons évidemment la situation au Proche-Orient.